Le monde tourne grâce à l'énergie. Et aujourd'hui, nous explorons la formation de ceux qui conçoivent les moteurs de demain. Le BTS, motorisation toute énergie. Oui, et c'est vraiment un sujet fascinant à aborder aujourd'hui. Absolument. L'objectif de notre analyse détaillée, en fait, c'est d'offrir une traduction limpide. On a sous les yeux le référentiel officiel de ce diplôme. Un document technique assez massif, conçu avant tout pour l'administration. C'est ça. Et notre mission, c'est de prendre ces dizaines de pages de normes et d'en extraire une vision claire, simple et dynamique pour les lycéens et les futurs étudiants. Hmm. Il s'agit de comprendre ce qui se passe véritablement dans cette filière. C'est un décryptage nécessaire, oui. Parce que le titre du diplôme peut parfois induire en erreur sur la nature réelle du travail. Ouais, on pourrait penser à de la réparation classique. Bon. Donc, on s'éloigne du garage traditionnel. Totalement. Il ne s'agit pas de faire de l'entretien courant ou de remplacer des pièces usées sur un véhicule de série. On parle d'un environnement où l'on conçoit, on teste et on optimise des groupes motopropulseurs entiers. Et quand on dit toutes énergies, Ça concerne littéralement toutes les énergies disponibles. Le thermique classique, bien sûr, mais aussi l'électrique pur et toutes les nuances d'hybridation. en fait, le technicien formé ici intervient vraiment à la jeunesse de l'innovation. Voilà, bien avant que le produit n'arrive sur le marché. Alors, décortiquons cela, en suivant le parcours de vie d'un moteur en développement. La première grande phase, abordée par le référentiel, concerne la réalisation des campagnes d'essai et la mise au point, donc les pôles 1 et 2. C'est le terrain et l'action. C'est l'étape où le métal, l'électricité et les logiciels rencontrent la réalité physique, oui. Et l'environnement de travail est fascinant. Comme on le disait, les techniciens ne travaillent pas dans un simple atelier, ils opèrent dans des cellules d'essai confinées. Derrière des vitres blindées, entourés d'écrans de contrôle. Mais l'action ne s'arrête pas là, si je lis bien le document. Ils sortent aussi sur des pistes privées, ou parfois en pleine mer pour les moteurs navals. Absolument. Ou ils utilisent des chambres climatiques. Et ces chambres climatiques, ce sont de véritables simulateurs de conditions extrêmes, n'est-ce pas? Où l'on place un prototype de moteur. Le technicien va par exemple commander une baisse de température jusqu'à -40 degrés Celsius. Pour simuler un hiver arctique. C'est ça. Ou alors, à l'inverse, la faire monter à 50 degrés, avec un taux d'humidité saturé, pour reproduire un climat tropical. C'est impressionnant. Il est même possible de raréfier l'oxygène pour voir comment la combustion ou le système électrique réagit en haute altitude. Donc le rôle de l'étudiant, une fois diplômé, c'est de préparer tout ça. Il prépare ce banc d'essai, il installe des capteurs de mesure très sensibles, puis il conduit l'essai. En observant comment la mécanique et l'électronique résistent à cette torture programmée, en fait. C'est exactement le terme. C'est assez amusant d'y penser. Le prototype souffre le martyre dans un froid polaire, pendant que le technicien reste bien au chaud de l'autre côté de la vitre à surveiller les moniteurs. C'est un peu l'idée, hein. Mais son attention doit être maximale, parce que c'est de cette phase d'observation que dépend la seconde étape majeure, la mise au point. Le fameux pôle 2. Voilà. Récolter la donnée brute lors de cet essai climatique, ce n'est que la fondation du travail. Une fois qu'on sait comment le moteur réagit, il faut le calibrer. Et la calibration, de ce que je comprends, c'est vraiment l'art complexe du compromis. Tout à fait. Il faut trouver le réglage parfait pour répondre à des exigences qui s'opposent naturellement. Par exemple, si l'on veut qu'un moteur délivre plus de puissance, il va logiquement consommer plus d'énergie et faire plus de bruit. C'est la physique de base, oui. Le technicien en mise au point doit donc jouer avec une multitude de variables. Les paramètres d'injection, les lois de gestion de la batterie, l'ouverture des soupapes. Pour trouver un équilibre acceptable. Exactement. Comment garder une puissance confortable pour l'utilisateur tout en réduisant drastiquement la pollution et la consommation GFI. C'est un jeu d'équilibriste permanent. Chaque petite modification d'une ligne de code dans le calculateur a une répercussion physique. Sur l'ensemble du système, oui. Imaginons qu'un constructeur crée un tout nouveau moteur hybride pour la compétition. Avant même qu'il ne touche l'asphalte, il faut le pousser dans ses retranchements sur un banc d'essai pour voir comment il réagit à la chaleur extrême. Oui. Et pour filer une métaphore sportive, ces deux pôles, l'essai et la mise au point, ressemblent vraiment à l'entraînement d'un athlète de haut niveau. Comment ça? Le pôle 1, l'essai, c'est le moment où l'entraîneur chronomètre le sprinter sur 100 mètres et enregistre son rythme cardiaque en plein effort. On observe la performance brute. D'accord, on collecte la donnée. Le pôle 2, la mise au point, c'est le travail minutieux qui suit. On ajuste la nutrition de l'athlète au gramme près, on modifie l'angle de son pied de quelques millimètres lors du départ au bloc. Le but étant de gratter une fraction de seconde. Sans provoquer de déchirure musculaire, Bien bien sûr. Et ce qui est fascinant ici, c'est l'impact direct de ces réglages sur notre quotidien et sur l'environnement.
Oui, un bon réglage, c'est un véhicule qui consomme moins, qui pollue moins. Tout en restant performant et agréable à conduire. Et voici où cela devient vraiment intéressant. Une fois que cet athlète mécanique a terminé sa course sur le banc d'essai, on entre dans une phase beaucoup plus analytique. Le cerveau de l'opération. C'est ça. Le référentiel détaille ici les pôles 3, 4 et 5. L'exploitation des résultats, l'expertise et l'adaptation. Oui, le pôle 3, c'est vraiment le travail intellectuel après l'action. Parce qu'un essai génère une montagne de données. Des milliers de lignes de chiffres sur les températures, les pressions. Les flux électriques, oui. Le technicien utilise des logiciels très complexes pour analyser et transformer ces chiffres en graphiques lisibles et synthétiser les résultats. Mais attendez, si des logiciels brassent déjà ces millions de points de données, les algorithmes ne font-ils pas le plus gros du travail aujourd'hui? Ou est-ce que l'humain intervient réellement? C'est une excellente question. L'ordinateur trace la courbe, mais c'est l'humain qui lui donne un sens. L'interprétation donc. Voilà, l'algorithme va indiquer qu'à tel régime moteur, il y a une chute de pression inexpliquée de 2%. Le logiciel constate, mais il ne sait pas pourquoi. Ah, je vois. Le technicien, avec son expertise issue du pôle 4, va regarder cette courbe. Il va faire le lien avec la mécanique physique. Il va se dire que cette chute correspond au moment précis où une soupape s'ouvre. Et en déduire qu'il y a peut-être un problème d'étanchéité. Ce n'est pas juste remplacer une pièce défectueuse, c'est comprendre fondamentalement pourquoi le dysfonctionnement s'est produit. C'est un travail de diagnostic de très haute précision. Le référentiel insiste d'ailleurs beaucoup sur la métrologie dans ce pôle 4. Oui, la métrologie est cruciale. Science de la mesure. Et là, on parle de mesurer à l'échelle du micron. Un micron, c'est un millième de millimètre. C'est invisible à l'œil nu. Absolument. Un cheveu humain, pour vous donner une idée, mesure environ 70 microns d'épaisseur. C'est fou. Les techniciens apprennent à utiliser des outils extrêmement précis. Des palpeurs numériques, des lasers, des scanners 3D. Pour vérifier si une pièce métallique s'est déformée de quelques microns à cause de la chaleur de l'essai, par exemple. Oui. Et si on identifie une usure, on passe au pôle 5, l'adaptation. Le fameux passage en bureau d'études. Exactement. L'étudiant apprend à utiliser des logiciels de conception assistés par ordinateur, la CAO. Pour dessiner de nouvelles solutions, améliorer le moteur ou même les machines d'essai elles-mêmes. Imaginons une situation concrète pour lier tout cela. Allez-y. Disons qu'un constructeur teste un tout nouveau moteur fonctionnant à l'hydrogène. Lors d'un essai à haute pression, une pièce critique, comme une soupape d'injection, montre des signes d'usure beaucoup trop rapides. Grâce au pôle 4, le technicien identifie cette usure au micron près sur la pièce démontée. Il comprend que c'est lié à la friction à sec propre à l'hydrogène. Très bon exemple. Et ensuite, avec le pôle 5, il ne jette pas juste la pièce. Il se place derrière son écran de CAO pour redessiner la soupape et la rendre plus résistante. C'est la suite logique. Il va ouvrir le plan 3D de cette soupape défectueuse, il va peut-être épaissir la zone qui a subi l'usure ou modifier légèrement la courbure pour que le gaz s'écoule avec moins de résistance. Et le fait que le technicien soit capable de faire tout cela, il est à la fois sur le terrain avec son équipement de protection et concepteur en bureau. C'est une polyvalence impressionnante. Mais cette polyvalence demande un socle de connaissances scientifiques très solide. C'est la troisième grande partie de ce référentiel, la transversalité des sciences. On ne peut pas concevoir ou analyser des moteurs multi-énergie sans comprendre les lois fondamentales de la physique. Le programme insiste lourdement sur la thermodynamique et la mécanique des fluides. Ce sont des mots qui peuvent paraître un peu intimidants. Oui, mais au fond, la thermodynamique, c'est l'étude de la chaleur et de l'énergie. Des notions très concrètes. On y étudie par exemple l'enthalpie. Pour faire simple, l'enthalpie représente la quantité totale d'énergie contenue dans un système sous forme de chaleur et de pression. Donc, si on comprime fortement un gaz, son énergie interne augmente et il chauffe. Comprendre cela est vital pour gérer le refroidissement d'un moteur ou pour stocker de l'hydrogène sous haute pression sans danger. Et la mécanique des fluides. C'est comprendre comment l'air ou l'eau se déplacent dans des tuyaux ou autour des pièces. Comment optimiser l'arrivée d'air dans un moteur pour que la combustion soit la plus propre possible. Mais ce qui saute vraiment aux yeux dans ce document, c'est la place monumentale accordée à l'électricité. On parle d'électronique de puissance, d'électrotechnique. Les moteurs thermiques ne disparaissent pas, mais l'hybridation et l'électrique pure prennent une place prépondérante dans l'industrie. Donc les étudiants doivent plonger dans la chimie. Le référentiel mentionne les principes d'oxydoréduction. Oui. L'oxydoréduction, si je résume de façon très basique, c'est un échange d'électrons entre deux éléments. C'est ce qui fait rouiller un bout de fer sous la pluie. C'est le même principe de base, oui.
Mais dans le cas d'une pile à combustible ou d'une batterie, on contrôle cette réaction chimique. On force les électrons à passer par un circuit externe. Et c'est ce qui crée le courant électrique qui va faire tourner les roues. Les étudiants apprennent comment fonctionne ce processus intime. Ils étudient aussi le courant triphasé. Oui, le triphasé est essentiel pour les moteurs électriques puissants. Le triphasé, en fait, c'est l'électricité qui arrive par 3 flux décalés dans le temps plutôt qu'un seul. Cela permet de faire tourner de gros moteurs de façon beaucoup plus fluide et constante. Là où une prise de maison classique fournit un flux unique, le triphasé en fournit 3 synchronisés, poussant le moteur de manière continue. L'étudiant d'aujourd'hui doit donc être aussi à l'aise pour calculer la résistance d'un bobinage de cuivre que pour analyser le rendement thermique d'un carburant liquide. C'est un bagage scientifique dense, oui. Et au milieu de toutes ces équations et de ces logiciels, il y a une condition assez frappante dans le référentiel diplôme, la maîtrise de l'anglais. Il est exigé d'atteindre un niveau B2. Absolument. Pourquoi un technicien en mécanique et énergie a-t-il un besoin si fort de parler un anglais courant ? Si l'on relie cela à la vision d'ensemble du secteur industriel, c'est une évidence. La recherche et le développement ne se font plus à l'échelle d'un seul pays. L'industrie est mondiale. Toute la documentation technique des capteurs, les interfaces des logiciels de simulation ou les normes de sécurité internationale, tout est rédigé en anglais. Comme l'aéronautique ou la construction navale, où les partenaires et les pièces viennent du monde entier. Précisément, un technicien peut très bien mener une campagne d'essai en France et devoir envoyer un rapport détaillé à l'ingénieur en chef situé en Allemagne ou au Japon. Il doit rédiger des synthèses complexes de ses découvertes. S'il remarque qu'une batterie surchauffe lors d'un cycle précis, il doit pouvoir l'expliquer clairement par écrit ou lors d'une réunion vidéo avec des équipes internationales. La barrière de la langue ne doit pas empêcher la résolution d'un problème d'ingénierie. Non, l'anglais est un outil de travail au même titre que la clé dynamométrique ou le logiciel de chaos. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Hmm. Cela signifie que ce BTS forme un profil technique hautement désirable. Les compétences acquises ne limitent pas du tout le diplômé à l'industrie automobile. Loin de là. L'automobile est en pleine transition, c'est vrai. Mais prenez l'industrie ferroviaire. Elle cherche activement des solutions pour remplacer les anciennes locomotives diesel par de l'hybride ou de l'hydrogène. Le secteur naval aussi, qui doit impérativement trouver des moyens pour rendre les cargos moins polluants. Et l'aéronautique, qui travaille sur des propulsions hybrides pour les avions. Sans oublier le domaine de la production d'énergie stationnelle, les gros groupes électrogènes qui alimentent les hôpitaux ou les serveurs informatiques. Tous ces domaines ont besoin de personnes capables de comprendre, de tester et de mettre au point ces systèmes complexes. Les ingénieurs conçoivent les concepts globaux, mais ce sont ces techniciens qui s'assurent que la machine fonctionne réellement dans le monde physique. Sans casser et sans polluer outre mesure. En synthèse, ce parcours est une plongée profonde au cœur de la transition technologique et écologique. Oui, Ce n'est pas seulement apprendre à réparer, c'est apprendre à faire évoluer la manière dont nos sociétés se déplacent et consomment de l'énergie. cela soulève une question importante. Puisque cette formation enseigne déjà la maîtrise de l'hydrogène et des motorisations électriques avancées, on peut se demander à quoi ressembleront les machines que ces mêmes étudiants auront à tester dans 20 ou 30 ans, lorsque de nouvelles sources d'énergie, aujourd'hui théoriques, deviendront réalité. La capacité d'adaptation enseignée dans cette formation sera vraiment le atout majeur face à ce futur technologique. Merci d'avoir écouté cette exploration. Les auditeurs peuvent écouter d'autres podcasts sur d'autres formations sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et sur le YouTube Choisis ta formation et ton métier.